The Forest est un jeu iconique. C'est l'un des jeux de survie les plus marquants et populaires de ces dernières décennies. Et ça, parce que son concept repose sur une idée simple, mais efficace. Survivre dans une forêt remplie de dangers, tout en explorant et en perçant les mystères de cet environnement inquiétant. Le joueur incarne Eric Leblanc, survivant d'un crash d'avion, et découvre à son réveil qu'il est piégé sur une péninsule infestée de cannibales et de mutants. Tous les passagers de son avion ont péri, à l'exception de son fils Timmy, qui a mystérieusement disparu. En s'aventurant toujours plus loin dans la forêt, les montagnes et les grottes, Eric comprend peu à peu que le crash n'est pas dû au hasard. Il est lié à des expériences menées par une entreprise nommée Sahara Therapeutics, dont l'objectif était d'exploiter le pouvoir d'artefacts très anciens et mystérieux afin de rendre les humains immortels. Mais évidemment, tout a mal tourné. Au lieu d'offrir l'immortalité, ces expériences ont transformé les cobayes en créatures monstrueuses. À la fin de l'histoire, Eric Leblanc se retrouve face à un choix moral crucial pour sauver son fils. Soit il sacrifie la vie d'autres humains pour ressusciter Timmy grâce à l'un de ses artefacts, soit il accepte la mort de Timmy comme celle de tous les autres passagers. Le choix canonique est celui où Eric sauve Timmy, malgré le fait qu'ils doivent pour cela tuer des innocents. Cette décision a cependant une conséquence lourde de sens. Timmy n'est plus vraiment l'enfant qu'il était, car comme évoqué précédemment, l'immortalité entraîne inévitablement une transformation en mutant. Avec une fin pareille et un aussi gros succès pour ce jeu, il était impossible d'imaginer qu'il n'y aurait pas de suite. Et non seulement il y en a une, mais en plus une deuxième est désormais annoncée. En effet, vous n'êtes probablement pas passé à côté de l'annonce de The Forest 3 lors des Game Awards. Les images dévoilées sont d'ailleurs assez perturbantes. On a presque l'impression que l'univers présenté n'a plus rien à voir avec celui du premier opus. Et pour comprendre comment on est passé de ça à ça, il est indispensable de jouer au second The Forest qui porte en réalité le nom Sons of the Forest. Tout commence dans un hélicoptère où l'on incarne un journaliste nommé Jack Holt, et où on apprend grâce à un ordinateur qu'une famille a disparu, et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit des Puffton, une famille de milliardaires à l'origine de Puffton Corporation, une compagnie privée de recherche scientifique. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous faisons partie d'une équipe de soutien liée à cette entreprise, envoyée pour les retrouver à l'endroit où ils ont été aperçus pour la dernière fois. Cette immense île, connue sous le nom de site numéro 2. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si... invited you. Ok,
j'imagine que tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qui nous a attaqués? Et qui était cette personne qui n'avait pas l'air ravie de notre présence? J'aimerais vraiment répondre à tout ça maintenant, mais pour le moment, on a d'autres problèmes à régler. Parce que, contrairement au premier jeu, nous ne sommes pas les seuls survivants de ce crash. Kelvin, c'est le nom de code de ce soldat qui semble avoir perdu la capacité de parler et d'entendre. Heureusement, il peut toujours voir, ce qui nous permettra de communiquer avec lui via un carnet de notes. Et lui donner, par exemple, l'ordre de porter plusieurs tonnes de troncs d'arbres à ma place, pour construire un abri à ma place, afin qu'ensuite il puisse aller chercher de la bouffe à ma place, pour manger à sa place. Bref, tout plein de trucs cool qui m'éviteront ainsi de trop galérer dans cette aventure, qui, évidemment, sera semée d'embûches. Là pour le coup, c'est bien comme le premier opus. Des cannibales sont présents sur cette île. Honnêtement, c'est assez facile de s'évader de leur camp, par contre, c'est vrai qu'une fois qu'ils vous traquent, ils vous lâchent quasiment plus. Ils seront toujours derrière notre dos pour essayer de manger notre chair humaine. Heureusement, nous avons en notre possession un kit de survie que l'on a pu récupérer sur le lieu du crash, dans lequel il y a un briquet, une hache, ce qui est parfait pour nous aider à affronter ces cannibales, mais également pour construire tout plein de choses. Mais dans le kit de survie, il y avait surtout un GPS, et de ce que l'on voit, il a l'air de bien fonctionner, et de nous indiquer des endroits précis sur l'île. Ce qui est peut-être révélateur de la présence de personnes encore vivantes. C'est vrai, après tout au début du jeu il y avait bien 2 hélicoptères, et comme on est l'équipe A, il y a sûrement une équipe B. Le premier membre de l'équipe B que j'ai trouvé est malheureusement décédé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il a fini pendu par une corde. Le second membre, je pense ne pas avoir besoin de vous dire s'il est vivant, et enfin le troisième est censé se trouver sur ce radeau, que l'on peut observer au loin. Au début, je me suis dit simplement qu'il fallait nager jusqu'à là-bas, mais faut croire que le gros poisson qui se trouvait à côté avait faim. Pour éviter de reproduire les mêmes conneries, j'ai pensé que ça serait une bonne idée de construire un radeau en bois. Enfin, construire, de le faire construire par Kelvin. Merci Kelvin. Bon, aucune surprise, lui aussi est mort. Par contre ça, c'est pas mal du tout. Là, on déconne plus, on a de quoi s'abriter, on a de quoi se défendre et attaquer. Je pense qu'il est maintenant temps d'essayer de comprendre ce qui se passe sur cette île et de retrouver la famille Puffton. Le premier réflexe que j'ai eu lors de mes recherches, c'était de fouiller les côtes pour vérifier s'il y avait de quoi s'aventurer en mer, parce que c'est pas avec mon pauvre radeau de merde que je vais aller bien loin. Et faut croire que c'était pas con comme idée, parce que je suis tombé sur des cabanes de pêcheurs. Donc, des gens ont vécu sur cette île. Ou en tout cas, ils ont passé assez de temps ici pour pouvoir se construire une sorte de mini-village pour traîner dans le coin. Et la bonne nouvelle, c'est que les habitants de ces petites cabanes sont toujours présents. La mauvaise, c'est qu'ils sont complètement morts. On sait pas pourquoi, mais c'est plutôt perturbant. Le dernier truc que j'ai trouvé ici, ce sont ces cailloux, des sortes de minerais, mais ils n'ont aucune utilité, je peux rien forger ou construire avec, donc on va rapidement passer à la suite, parce qu'à un autre endroit, il n'y a pas de cabane abandonnée, mais des yachts abandonnés. Des bateaux naufragés et donc inutilisables, qui sont quand même assez modernes comparés aux cabanes pourries qu'on a vues juste avant, ce qui me fait dire que ces deux endroits ne sont pas du tout liés. Et que donc, c'est pas des pêcheurs qui se trouvaient sur ces yachts. Et apparemment j'ai raison, parce qu'on peut y obtenir un enregistrement vidéo de personnes en tunique blanche en train de naviguer en mer. Comment ça se fait que ces gens sont là ? Parce que faut vraiment le faire exprès pour atterrir ici de cette façon en bateau. À moins qu'ils aient été attaqués, ce qui est très certainement le cas vu les nombreux cadavres aux alentours, mais aussi ceux qu'on peut trouver dans la forêt. L'un d'entre eux a d'ailleurs une note sur lui où il est écrit « non-croyant »,
ce qui suggère qu'en plus des cannibales, il y aurait une secte chelou dans le coin. Pour en finir avec ces yachts, on peut vite fait s'attarder sur la présence de ces dessins très étranges, mais c'est pas le truc qui m'a le plus surpris, parce qu'après avoir tout fouillé comme il faut, je m'apprêtais à retourner près de Kelvin et de notre abri, sauf que je suis tombé sur quelqu'un. Une femme, en maillot, plutôt jolie on va pas se mentir, mais il y a un truc qui cloche avec elle. On dirait qu'elle a des bras et des jambes en plus. J'ai voulu tenter un rapprochement mais faut croire qu'elle en avait pas envie. Bon. Le lendemain, je suis parti m'aventurer vers des endroits de la carte que j'avais pas du tout visités, et j'ai découvert des choses vraiment intéressantes et un peu surprenantes, comme par exemple ce terrain de golf, avec des caddies de golf et des clubs de golf. Ce qui veut dire qu'en plus des cannibales et de la secte secrète, il y aurait d'autres personnes sur cette île, des gens qui sont assez confiants de ce qu'ils font au point d'installer des terrains de golf pour s'amuser. Et pas que, parce que juste à côté, il y a des tractopelles et des cadavres de personnes qui devaient sûrement se servir de ces tractopelles. On sait pas non plus ce qui les a tués, sûrement des cannibales, sûrement la secte, sûrement autre chose. Tout ce que je constate, c'est qu'ils avaient l'air de creuser pour entrer dans ce qui a l'air d'être une mine. Et à l'intérieur de cette mine, il y a tout plein d'objets, mais surtout, une nouvelle fois, ces minerais un peu dorés qu'on a vus plus tôt. Et je pense ne pas trop prendre de risques en disant que ces roches ont clairement une importance pour les individus sur cette île, hein, mais également pour l'histoire en général, parce que vous vous souvenez de la cinématique au début du jeu ? Quand on regarde l'île dans son ensemble, on peut observer qu'un éclair frappe les montagnes. En tant que joueur, quand on voit ça, on se dit que c'est sûrement une simple mise en scène pour accentuer l'idée que « Oh mon dieu, cette île va être terrifiante ». Mais finalement, c'est pas que ça. Parce qu'en voulant prendre un peu de hauteur en grimpant jusqu'au sommet des montagnes, je suis encore tombé sur les minerais, sauf qu'eux se font frapper par la foudre. Et à plusieurs reprises, à plusieurs endroits différents où se trouvent à chaque fois ces fameux minerais. Ce qui veut dire que ces trucs sont tellement puissants, ils attirent ou ils dégagent une énergie tellement forte qu'ils prennent la foudre tout le temps. Et donc, servent de conducteurs, voire de catalyseurs pour de l'électricité. Le petit problème dans tout ça, c'est que ça nous aide toujours pas dans notre quête. Et en parlant de trucs qui n'aident pas, j'ai trouvé un deltaplane. Et comme on est très haut, ça serait bête de pas l'utiliser pour redescendre. Et alors que je contemplais les décors magnifiques de cette île, j'ai entendu un hélicoptère. Un hélicoptère qui décolle, dont j'ai beau essayer de montrer ma présence en me mettant sur sa trajectoire, mais qui continue à voler pour ensuite partir. Ça n'a pas de sens. Il m'a clairement vu. En plus, il est parti depuis un camp militaire où se trouvent encore des survivants qui ont besoin d'aide. Enfin, qui avaient besoin d'aide. En examinant les lieux, j'ai compris que les soldats qui étaient ici ont subi une attaque, et les personnes qui les ont attaqués en avaient après Edward Puffton. Mais pas que. Dans cette vidéo, on peut voir l'homme qui nous avait assommés juste après notre crash. Celui-ci s'appelle Jianyu, et pour je ne sais quelle raison, Jianyu s'en prend à toutes les personnes qui s'approchent de l'île, comme on a pu le voir avec notre équipe de soutien, mais aussi avec les gens en tunique blanche qui étaient à bord de leur yacht. Et qui se sont tous fait massacrer. Ma théorie pour l'instant, c'est que ce Jianyu a l'air de mener une attaque contre Puffcorp afin de voler leur récolte de minerais dorés, ce qui pourrait expliquer tous les cadavres se trouvant sur l'île. Mais dans ce cas-là, pourquoi il veut ces minerais ? Quel pouvoir il renferme ? Et comment les Puffton ont pu se retrouver dans une histoire pareille ? Peut-être que pour en savoir plus, il faudrait que je pose la question à leur fille. Parce que oui, la femme chelou de tout à l'heure, c'est bien Virginia Puffton. J'étais pas sûr au début, mais maintenant c'est certain. Le problème, c'est qu'il faut que je lui fasse comprendre que je suis de son côté, et c'est très mal parti. En fait, j'ai compris que lorsqu'on a une arme en main, ou qu'on fonce sur elle comme un débile, elle prend directement la fuite, et elle a bien raison. Donc, suffit simplement de pas bouger en vrai. Faut juste attendre qu'elle vienne d'elle-même, et ensuite on pourra essayer de s'échanger des trucs, comme par exemple
des vêtements, parce que j'imagine que traîner en maillot de bain tous les jours, ça doit être chiant. Et au bout d'un certain temps, elle finira par devenir notre nouvelle compagne. Maintenant, ce qui serait cool, ça serait la possibilité qu'elle puisse nous en dire plus sur la suite de notre aventure. Mais elle parle pas. Donc, ça n'a servi à rien. Enfin, j'ai quand même pécho une mutante. En parlant de mutants, c'est vrai que c'était un type d'ennemi assez fréquent dans le premier opus. Et là, j'en ai toujours pas rencontré. Je compte pas Virginia parce qu'elle, pour le coup, elle a juste un aspect de mutant, mais elle est pas du tout agressive comme ceux de l'époque. Mais si elle s'est transformée, qui me dit qu'il n'y a pas d'autres personnes dans le même état dans le coin? Pour le savoir, on va devoir se rendre dans les grottes. Je vous mens pas que j'ai repoussé le jour où j'irai pour la première fois dans une grotte parce que dans The Forest 1, c'est dans ce genre de lieu qu'on découvre les choses les plus horribles. Attends, mais normalement là il y a la meuf avec ses quatre pattes, non? Ah mais j'ai pas envie de... Oh mon dieu! Et évidemment, dès la première grotte, fallait que je tombe sur quelque chose. Je sais pas ce que c'était que ce truc, mais c'est énorme. Et ça a l'air d'être enfermé dans ce qui ressemble à un labo souterrain dont la présence ne me surprend pas plus que ça vu tout ce qu'on a observé plus tôt. J'ai appris un peu plus tard, grâce à des documents abandonnés, que la créature qu'on vient de voir se fait appeler Sluggy. Et c'est pas un mutant unique, parce qu'on peut en croiser d'autres dans certaines grottes. Par chance, ils sont généralement inoffensifs, parce que ces trous du cul se coincent dans les petits espaces, et donc on peut facilement les éliminer grâce à des explosifs. Sur le chemin, je suis tombé face à d'autres types de monstres, comme eux, qui pour le coup sont assez répugnants. Ils se font appeler Fingers, et ressemblent à des vagins géants qui crachent du musper de partout. C'est vraiment dégueulasse, et le pire c'est que quand vous perdez votre face-à-face avec eux, vous vous réveillez dans une sorte de cocon gluant qui doit servir à transformer les humains en créatures, ou simplement à garder leur nourriture en lieu sûr. Dans tous les cas, c'est pas compliqué de s'y échapper avec un couteau entre les mains. Mais étonnamment, c'est pas ce qui m'a le plus dérangé ici, parce que ces créatures avaient l'air de glorifier cette fresque, représentant un cube doré. On peut remarquer qu'une personne est à l'intérieur, et que celles se trouvant à l'extérieur sont positionnées d'une manière qui laisse penser qu'elles sont en train de souffrir. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce cube doré a un lien avec quelque chose que je vous ai pas raconté. Vous vous souvenez des cabanes de pêcheurs ? Je vous l'ai pas dit, mais à l'intérieur d'un des bâtiments, il y avait l'entrée d'une grotte. Et bien que sa taille soit très petite, elle renfermait énormément de choses, et notamment ceci. Un objet mystérieux qui, d'après de vieilles notes en papier, serait en vérité un fragment d'artefact séparé en 6. Et pour je ne sais quelle raison, ces fragments ont transformé les humains aux alentours en squelettes dorés. Et ils génèrent aussi autant d'électricité qu'ils en attirent, exactement comme le minerai doré qui d'ailleurs a été renommé par les chercheurs se trouvant sur l'île, le solafite. Vous sentez que l'histoire avance ou pas? Parce que moi oui, et putain que ça fait plaisir. En plus de trouver le reste de la famille Puffton, on va chercher chaque fragment d'artefact pour comprendre ce qui attire autant de monde sur cette foutue île de mort. Les journées ont défilé, j'ai enchaîné grotte après grotte, fragment après fragment, affronté des créatures bizarres et des créatures encore plus bizarres, et j'ai pu obtenir un paquet d'informations que je vous réserve pour plus tard, parce que je veux d'abord vous montrer ça. Un putain de vaisseau spatial. Un vaisseau qui, tout comme les artefacts et les minerais de solafite, génère une quantité d'énergie énorme. Ce qui commence d'ailleurs à m'interroger sur le fait qu'ils proviennent réellement de la planète Terre. J'ai l'impression que le solafite et les artefacts sont des objets d'une autre planète, et que ce vaisseau appartient à une race extraterrestre venue récupérer ce qui leur appartient. Mais dans ce cas-là, comment ça se fait que les cadavres autour ressemblent vachement à des astronautes humains ? Et pourquoi ils sont tous morts ? Est-ce qu'ils se seraient pas plutôt crachés sur Terre, en propageant certains matériaux de leur monde d'origine ? Bref, je fais plein de théories parce que je suis curieux et qu'on a très peu de réponses. Tout ce qu'on nous offre, c'est une armure bizarre qu'on peut récupérer sur le cadavre du pilote. Et au cas où vous vous poseriez la question, elle pue la merde cette armure. Elle protège quasiment pas des ennemis, ce qui m'a valu de mourir à plusieurs reprises.
Donc je sais pas pourquoi elle existe, mais en tout cas, c'est clairement pas pour se défendre. Ce qui est quand même un comble pour une armure. La toute dernière grotte que j'ai visitée m'a rappelé qu'on avait vu plus tôt un semblant de laboratoire. Sauf que j'imaginais pas du tout à quel point il serait énorme. J'imagine que la plupart de nos questions auront le droit à des réponses là-bas, mais pour le savoir, il va falloir s'y rendre. Et ça tombe bien, un ordinateur abandonné nous donne les coordonnées exactes d'un bunker. Une fois à l'intérieur, tout paraît étrangement accueillant malgré les cadavres et le sang. C'est aussi très petit et ça ressemble pas du tout à un laboratoire, donc c'est pas le bon bunker, mais c'est pas grave parce qu'il y a un autre ordinateur avec de nouvelles coordonnées et pas loin, une carte d'accès. Ça ressemble un peu plus à l'énorme structure de tout à l'heure, et à un laboratoire qui plus est. Même si on dirait également un endroit pour stocker et créer de la nourriture, parce qu'il y a plein de provisions et plein de plantes partout, mais ce qui m'a surtout interpellé, c'est le logo affiché sur les écrans de télé. Hollow Spring? C'est qui ça? Après tout ce qu'on a vécu, je pensais que ceux qui étaient derrière toutes ces conneries étaient une nouvelle fois Sahara Therapeutics, mais faut croire que non. En avançant et en visitant cet endroit totalement détruit par je ne sais quoi, on finit par se retrouver dans une salle de surveillance. Et en regardant les enregistrements de caméras de sécurité, on comprend un peu mieux tout ce bordel. Toutes les personnes qui travaillaient ici se sont transformées en mutants d'un coup. Comment c'est possible? Dans le premier jeu, on nous avait expliqué que les mutants existaient grâce à l'obélisque. Un artefact très ancien qui permettait de ressusciter n'importe qui, mais en le transformant en monstre. Sauf que là, il n'y a pas d'obélisque. Donc essayons de comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Looking good, Mr. Puffin. Ok, je pense qu'il est temps de passer aux explications. J'imagine que vous l'avez compris, mais les deux mutants en costume que je viens d'affronter sont Edward et Barbara Puffton, les parents de Virginia, qui malheureusement se sont totalement transformés en créatures contrairement à elle. Et cet endroit en fait, c'est pas un laboratoire, c'est un lieu créé pour venir dîner. Hollow Spring n'est même pas une entreprise à proprement parler, c'est un complexe hôtelier de luxe construit par Puff Corp sur l'île. Le petit bunker qu'on a vu plus tôt, c'était simplement une chambre d'hôtel. Et tous les autres bunkers qu'on finira par découvrir fonctionnent sur le même principe. Salle de sport, piscine, spa, restaurant, cinéma. La famille Puffton n'a pas disparu ici par hasard. Ils sont venus de leur plein gré sur l'île pour faire construire tout ça et se faire un max de pognon. Ce qui explique d'ailleurs la présence de tous ces terrains de golf un peu partout. Tout a été pensé pour le loisir des riches. Et évidemment, ça a attiré énormément de monde. On le voit très bien avec cette carcasse d'avion crachée, les passagers étaient là pour venir à Hollow Spring.
Sauf que contre toute attente, rien ne s'est passé comme prévu. Parce qu'une fois sur l'île, Puff Corp a découvert le Solafite, a découvert le vaisseau spatial, certains employés ont commencé à disparaître et Edward Puffton s'est mis à avoir des visions. Des visions dans lesquelles il observait une ville dorée. Et ce qui est intéressant, c'est que la description qu'il en est fait est étrangement similaire aux dessins laissés par les personnes venues sur l'île en yacht, mais aussi à ceux réalisés par certains pêcheurs de l'époque. D'ailleurs, on avait évoqué la présence d'une secte sur l'île, sauf qu'en fait, j'avais pas compris que la secte, c'était justement les personnes en tunique blanche, comme on peut le voir dans cette vidéo. Ils se font appeler les Fils de l'Étoile. À la base, ce sont des gens totalement normaux qui, du jour au lendemain, se sont tous mis à avoir des visions de la ville dorée. Et de manière complètement inexpliquée, ils ont réussi à en trouver la source et à s'y rendre, comme s'ils avaient été attirés. Une fois arrivés sur le lieu de leur vision, ils ont fini par glorifier la ville dorée au point où beaucoup d'entre eux se sont suicidés pour supposément pouvoir la rejoindre depuis l'au-delà, j'imagine. Donc, pour une raison encore inconnue, la ville dorée cherche à manipuler des humains pour qu'ils puissent la retrouver, que ce soit les pêcheurs, les Fils de l'Étoile ou Edward Puffton lui-même. Alors, personne ne découvrira de ville cachée. À la place, ils ont trouvé un cube doré entièrement constitué de solafite. Et grâce à de nombreux renseignements et à des études scientifiques, Puffton Corporation a compris plusieurs choses. D'abord que ce minerai doré, extrêmement rare, posséderait des propriétés capables de prolonger la vie humaine. Mais surtout, que le cube active un pouvoir inconnu à des moments précis de l'année. Par déduction, Edward Puffton en est arrivé à la conclusion que le cube allait faire rajeunir toutes les personnes présentes sur l'île. C'est pour cette raison que la famille Puffton a organisé un événement spécial avec un compte à rebours. Il s'agissait de célébrer l'activation du cube. Sauf qu'encore une fois, rien ne s'est passé comme prévu. Si vous vous souvenez de la fresque dont je parlais tout à l'heure, on y voyait clairement que les personnes qui n'étaient pas à l'intérieur du cube étaient en train de souffrir. Et donc, logiquement, quand le compte à rebours est arrivé à 0, ça a mené tous les gens présents sur l'île à soit mourir, soit se transformer en mutants. C'est un événement qui se répète encore et encore depuis de nombreuses années, ce qui explique pourquoi les pêcheurs ont été retrouvés morts. Certains se sont suicidés avant l'activation du cube, d'autres ont été directement touchés par son pouvoir. Cependant, il y a eu des anomalies. La première, c'est Virginia. Pour je ne sais quelle raison, elle n'était pas présente lors de l'événement du cube, ce qui fait qu'elle a été seulement partiellement touchée par son pouvoir. Cela explique à la fois sa mutation et le fait que son esprit n'ait pas été affecté. La deuxième anomalie, c'est Jianyu. Il était autrefois membre de Puff Corp, mais il a été viré peu de temps avant l'activation du cube par Edward, après avoir assassiné plusieurs membres de la secte des Fils de l'Étoile sans prévenir l'entreprise, ce qui aurait pu détruire leur image. Il était donc pas présent sur l'île lors de l'activation du cube et n'a pas du tout été touché par son pouvoir. Ce qui l'a plutôt bien arrangé car après son licenciement, il a voulu se venger de Puff Corp et d'Edward en s'associant à une vieille entreprise bien connue de la licence, Sahara Therapeutics. À la base, cette île était convoitée par Sahara, mais comme leur image a été ternie après la divulgation des événements de The Forest 1, cela a permis à la Puffton Corporation de prendre les devants et d'obtenir l'île à leur place. Jianyu a donc eu la merveilleuse idée de s'associer à eux pour qu'ils puissent tous récupérer ce qui leur revient de droit. Ce sont donc eux qui nous ont attaqués au début du jeu, ce sont eux qu'on a vu survoler l'île en hélicoptère sans venir nous aider, parce qu'ils étaient en train d'attaquer une base militaire de Puff Corp, afin de faciliter leur mission, celle de trouver le cube doré. Ce qui explique pourquoi on retrouve Jianyu près des Puffton transformés en mutants, ils convoitent les pouvoirs du cube. Et j'imagine que donner des pouvoirs aussi cataclysmiques à une personne aussi instable, c'est clairement pas une bonne idée. Donc autant trouver ce foutu cube avant lui, même si j'ai bien peur qu'il ait déjà une sacrée avance. Mais heureusement, à force d'avancer et de suivre les traces de Jianyu, j'ai fini par faire la rencontre de la troisième anomalie. It's not safe here. You're running out of time. It's gonna happen again. You have to leave. Si la personne qu'on vient de croiser vous dit quelque chose, c'est normal puisqu'il s'agit de Timmy Leblanc, le petit garçon que l'on recherche pendant le tout premier jeu. Et c'est pas vraiment une surprise de le voir ici,
Parce qu'à la fin de The Forest 1, on peut clairement voir que Timmy a une carte du site numéro 2 dans sa chambre. Il savait que cette île avait une importance par rapport à tout ce délire de mutants. Et à ce propos, pourquoi est-ce qu'il s'est pas transformé ? À la fin du premier opus, on nous explique que Timmy a survécu grâce à l'obélisque qui l'a ressuscité, mais que son corps allait subir des changements majeurs, comme on peut le voir avec son bras, et que, tôt ou tard, il se transformerait en mutant. Ma théorie, c'est que Timmy utilise les pouvoirs du minerai de solafite pour retarder sa mutation, ce qui expliquerait pourquoi il a l'air de s'intéresser au pouvoir du cube, et pas que lui d'ailleurs. Get down, son! Little mutant Timmy, all grown up. Ok, on dirait bien que la course au cube est très serrée, et ça, c'est grâce à Timmy et à son père, Éric Leblanc, le protagoniste du premier The Forest, sûrement présent pour aider son fils à guérir. Maintenant, il ne me reste plus qu'un seul endroit à fouiller sur l'île, sûrement ma dernière chance de trouver le cube. À l'intérieur de ce dernier bunker se trouve le penthouse de la famille Puffton, qui, comme vous pouvez le voir, a été totalement saccagé. En fait, on apprend que le jour où le cube s'est activé, les derniers membres de la secte des Fils de l'Étoile ont profité du fait que tous les habitants de l'île soient partis à l'événement d'Hollow Spring pour s'infiltrer chez Edward Puffton. Et ils ont fait ça car le cube ne se trouve pas loin. Ce qui n'est sûrement pas anodin, Edward avait les mêmes visions que la secte. Il s'est donc naturellement installé près de la source de ses visions. D'ailleurs, c'est littéralement bourré de tableaux représentant le cube doré ici. Bref, allons à l'endroit qui nous intéresse. There's gotta be a way to open this. A key. Something. Alors non, c'est toujours pas le cube doré, mais ce qui se cache derrière cette porte doit être vraiment important pour être aussi bien gardé, parce qu'on ne peut pas l'ouvrir normalement. Il faut autre chose, comme peut-être une armure qui appartenait à un pilote de vaisseau extraterrestre ? No. No, we're missing something. Non, toujours pas. Décidément, cette armure pue vraiment la merde. Non, en réalité, pour résoudre l'énigme, il faut construire ce que nous indique ce bout de papier. En gros, il s'agirait d'une sorte d'autel pour effectuer un rituel. Un rituel qui transformerait notre armure toute pourrie en armure de solafite. Oui, c'est stylé, mais le problème c'est que ça attire tous les mutants du coin. Après 30 minutes d'affrontement, on peut enfin récupérer notre armure. Something's happening. It's working. Stay close. L'endroit que nous sommes en train d'explorer est nommé la grotte de l'enfer. Un endroit tellement profond que c'est rempli de lave et de créatures qui ne sont pas appelées mutants, mais démons. Et ce qui est bien avec les démons, c'est que l'arme qui leur fait le plus mal, c'est celle qui ne tire pas de balles. Après, ça dépend aussi quel type de monstre il y a en face.
Après ce douloureux combat, on arrive près de la fin de la grotte, où se trouvent plein de cadavres des Fils de l'Étoile. Ils ont sûrement tenté de rejoindre le cube avant son activation, mais malheureusement ils sont arrivés trop tard. Du moins, pour certains. It's time. No, 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 no! 15, 14, 13, 12, 12. I've seen this before. I saw it in a dream. Voilà donc la fameuse ville dorée, dont on peut observer l'âme de certains mutants et Fils de l'Étoile en train de voler un peu partout. Le cube est en réalité un artefact qui permet de voyager dans d'autres dimensions. This was supposed to fix me. It's making me worse. La grosse créature que nous observons est un Sluggy qui a fusionné avec Jianyu, qui, par malchance, n'a pas réussi à rentrer dans le cube à temps. Et à cause de cette erreur, on va devoir en payer les conséquences. What did you see? What did you see? What was in the cube? What was in the cube? Dad! You made it. You're okay. Oh god, they're coming. They're getting closer. We have to leave. Quick, get in. What is that? Et alors qu'on pourrait se dire qu'on en a enfin terminé avec toute cette histoire, Don't go near it. Don't. It's drawing you back in. un choix nous est proposé. Soit on monte à bord de l'hélicoptère de la CIA, soit on récupère les fragments pour découvrir leur utilité. No, don't! You're on your own. Good luck. On va pas se mentir, j'ai pas l'impression d'avoir pris la bonne décision. Mais au moins, des réponses vont être apportées.
Le dernier fragment d'artefact que l'on vient de récupérer nous permet de construire une machine à solafite, qui permet de construire des trucs en solafite. Yes, on va faire comme si on avait fait le bon choix, hein. We have to leave now. Après notre départ de l'île, Virginia est rapidement emmenée aux urgences afin qu'on puisse la sauver de sa mutation. Quant à Kelvin, celui-ci est placé dans un service des lésions cérébrales, un endroit médical spécialisé qui prend en charge les personnes ayant subi des dommages au cerveau. Et enfin, Timmy. I need you to help me. It's getting worse. Look at me. Look at what I'm turning into. I need your help. I've told you I can't help you. And what about with this? Solafite. Where did you get this? On apprend grâce au générique de fin que Timmy aurait survécu et même vaincu sa mutation grâce au pouvoir des minerais de solafite, et qu'après ses nombreuses opérations, il est devenu l'un des acteurs du secteur pharmaceutique les plus connus et importants du monde. Mais évidemment, tout ne pouvait pas aussi bien se terminer, car d'après les dernières infos, celui-ci aurait disparu sur le site numéro 2. Il y a encore beaucoup de questions sans réponse. À qui appartenait le vaisseau spatial? C'est quoi exactement la ville dorée? Comment fonctionnent les mondes parallèles? Qu'est-ce qui est arrivé à Timmy? J'imagine que The Forest 3 nous apportera tout ce que l'on recherche. Ou au contraire, posera encore plus de questions. Alors, au lieu de vivre uniquement dans les théories, vivons le moment présent. Virginia a survécu, Kelvin a survécu, nous avons survécu, et l'avenir nous dira si le pire est derrière ou devant nous.